Le 24 mars 1945, à 22 000 pieds au-dessus de la campagne allemande près du château d'Oberleuthen en France, Stigler était assis dans le cockpit de son Messerschmitt Bf 109, fixant le jauge de carburant vide et sachant qu'il était sur le point de mourir. Son moteur crachotait, s'étouffant sur des vapeurs qui n'existaient plus. Sous lui s'étendait près de 50 km de territoire contrôlé par l'ennemi. Derrière lui, son aérodrome était hors de portée. Partout autour de lui, le ciel appartenait aux chasseurs américains. Ses mains tremblaient sur les commandes. Non pas à cause du froid, bien que l'air soit brutalement glacial à cette altitude, mais à cause de la certitude de ce qui allait suivre. Il avait entendu les histoires. Les pilotes américains ne se contentaient pas de vous abattre. Ils tournaient autour de votre parachute, attendant de terminer le travail. Ils vous criblaient de balles alors que vous étiez suspendu sans défense. Ou ils attendaient que vous atterrissiez, puis vous transformaient en cible de tir. C'étaient des animaux, avait dit son commandant. Ils ne montraient aucune pitié. France le croyait. Ils le croyaient tous, parce que c'est ce qu'on leur avait dit. Il jeta un coup d'œil à la mosaïque de terres agricoles et de villages en dessous. Chacun grouillait de troupes alliées, de chars et d'unités anti-aériennes. Les Américains avaient traversé l'Europe pendant des mois. Leur fureur était justifiée. Ils n'avaient aucune illusion. S'ils l'attrapaient, ils avaient toutes les raisons de le haïr. Le Bf 109 crachotait à nouveau, puis s'arrêta. L'hélice commença à tourner inutilement dans le vent. Il planait maintenant. Pas de puissance, pas de poussée, juste des ailes, de l'air et la gravité. À chaque seconde, le sol se rapprochait. Au loin, il aperçut un aérodrome de la Luftwaffe capturé, maintenant réutilisé par les Américains. Des rangées d'avions, des véhicules militaires. Il y avait peut-être une piste, mais même s'il atterrissait, même s'il survivait à la descente. Et après, capture, interrogatoire, peut-être pire. Son esprit s'envola vers sa mère et sa jeune sœur en Bavière. S'il ne s'en sortait pas, il recevrait un télégramme disparu au combat. Aucun détail, aucune conclusion. Il ne saurait jamais s'il avait brûlé vif ou s'il avait été abattu du ciel. Puis du mouvement. Son rétroviseur montrait 2 points qui grossissaient à chaque seconde. 2 Mustangs argentés rapides, des P-51, des chasseurs américains, les meilleurs du ciel. L'Astomada France se glaça. Il l'avait repéré. Et maintenant, il venait. Il ne tendit pas la main vers la gâchette. Il n'y avait aucun intérêt. Il était sans défense. Il se prépara, espérant une mort rapide. Mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, l'un des Mustangs se rapprocha de lui, très près, trop près. À peine 50 pieds de son aile, France tourna la tête. À travers la verrière, il vit clairement le pilote. Américain, jeune, peut-être de son âge. Le pilote le regarda droit dans les yeux. Pas de haine, pas de coup de feu, juste une observation. Puis l'Américain fit quelque chose de complètement inattendu. Il pointa vers le bas, non pas en colère, non pas pour l'intimider, plutôt comme un geste de direction, d'aide. France cligna des yeux. Était-ce un piège? Se moquait-il de lui avant de porter le coup fatal? Mais alors, le 2e Mustang se rapprocha de l'autre côté, l'encerclant. Les 2 Américains le flanquaient, mais ne tiraient pas. Son Bf 109 continua à descendre. 18 000 pieds maintenant. Pas de puissance, pas de choix. Le Mustang de tête pointa à nouveau, cette fois plus fermement vers l'aérodrome. Puis il fit un autre geste, paume vers le bas, poussée lente. Atterrir. France ne pouvait pas croire ce qui se passait. Ses Américains, ses ennemis jurés, le guidaient vers le bas. Il n'avait pas été entraîné pour cela. Personne ne l'avait été. Les histoires n'avaient pas mentionné la compassion. À 15 000 pieds, l'aérodrome se profila. C'était réel. Les pistes visibles, les équipes américaines se mouvant en dessous, il savait ce qui l'attendait s'il atterrissait. Prison. Peut-être pire. Chaque film, chaque discours, chaque avertissement avait dit qu'il valait mieux mourir que de se rendre aux Américains. Mais son moteur était mort, ses oppostes avaient disparu. 10 000 pieds. Le Mustang le flanquait toujours. Aucun coup de feu, aucune menace, juste des escortes silencieuses. 8 000, 5 000. Les gants de France étaient trempés de sueur. Son cœur s'accélérait. Toujours rien. À 3 000 pieds, le Mustang de tête bascula ses ailes. Un signal. Puis il s'écarta. Le 2e le suivit, le laissant seul avec la piste. D'une manière ou d'une autre, il lui avait donné une chance. Il abaissa le train d'atterrissage manuellement. Pas d'hydraulique restant. L'atterrissage serait difficile, mais il était vivant. Et quelque part, quelqu'un venait de choisir la pitié. Le Messerschmitt de France s'écrasa sur la piste américaine, rebondissant une fois avant de s'installer dans un long roulement sans puissance. Sans moteur et sans frein, il regarda impuissant l'avion déraper sur le béton, s'arrêtant finalement à l'extrémité. Le silence suivit.
épais et irréel. Il resta figé dans le cockpit, le cœur battant, les mains gantées toujours agrippées aux manches. Puis il vit les jeeps, les véhicules militaires américains, qui se précipitaient vers lui. C'était ça le moment qu'il redoutait, la capture, l'humiliation. Peut-être pire, il envisagea de dégainer son pistolet, un dernier acte. La mort d'un soldat. Mais alors il pensa à ses Mustangs, au pilote qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait donné le cadeau de l'atterrissage. Peut-être pas aujourd'hui. Il leva lentement les mains, délibérément. La verrière grinça en s'ouvrant. Le premier Américain à le rejoindre était un sergent, l'arme de poing dégainée, mais pas pointée. « Dehors !» cria l'homme. Puis, en allemand cassé, « Allez !» France obéit, les jambes tremblantes. Il descendit du cockpit. Il s'attendait à des cris, à un fusil dans le dos. Mais au lieu de cela, le sergent tendit la main, le stabilisant. « Doucement, mon ami. Ça va? Tu n'es pas blessé ?» La question le stupéfia. L'homme vérifiait-il s'il était blessé? Avec une véritable préoccupation. « Non », France réussit à dire. « Pas blessé. » Le sergent hocha la tête. « Bien, Vince. » Il fut conduit à une jeep. Pas traîné, pas poussé, juste conduit. Un soldat s'assit à côté de lui, un autre en face. Personne ne pointa une arme sur lui. Personne ne le frappa. Le véhicule sentait les cigarettes et le café de l'armée. Le soldat à côté de lui offrit une gourde. France hésita, puis but. Froid, propre. Il chuchota. Danke. Le soldat sourit. De rien, mon ami. Au bâtiment des opérations, la chaleur l'enveloppa. Sa combinaison de vol était trempée de sueur, gelée, raide. Un officier l'attendait. Un capitaine, la quarantaine, des lunettes, poli. Capitaine James Mitchell, dit-il en allemand parfait. Assieds-toi, s'il te plaît. Franz regarda la chaise. Pas une siège d'interrogatoire froid, une chaise de bureau rembourrée. Sur le bureau, du café, et à côté, 2 cubes de vrai sucre. Tu en veux ? Demanda Mitchell versant déjà. France ne pouvait que hocher la tête. La chaleur de la tasse brûla ses doigts. L'arôme le frappa comme un souvenir. Les matins d'enfance, avant la guerre. Il prit une gorgée. Cela brûla sa langue. Il s'en fichait. C'était la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis des années. « Tu as rencontré certains de nos meilleurs pilotes aujourd'hui, » dit Mitchell, s'asseyant en face de lui. « Capitaine Joe Henderson et lieutenant Charlie Brennan, 357e groupe de chasse. Ils ont vu que ton moteur était mort. Ils ont pensé que tu préférerais peut-être vivre jusqu'à la fin de la journée. » Franz fixa le café. Sa voix était à peine un murmure. « Pourquoi ne m'ont-ils pas tiré dessus ?» Mitchell semblait confus par la question. « Parce que tu étais sans défense. » Quel genre d'homme penses-tu que nous sommes ? France n'avait pas de réponse. Tout ce qu'on lui avait dit sur la barbarie des Américains, leur cruauté envers les prisonniers, l'horreur de la capture, était en train d'être démoli, gorgée après gorgée. Après l'interrogatoire, il fut amené au quartier des prisonniers. Pas une cage, pas une cellule, un bâtiment de caserne converti avec des lits et des couvertures. Un poêle qui fonctionnait. 12 autres aviateurs allemands, tous récemment capturés, tous ayant l'air aussi stupéfaits que lui. « Une infirmière arriva. » Américain, professionnel, il examina les mains de Franz. « J'ai l'urèse, dit l'interprète. Nous allons vous faire soigner ça. » Franz insista qu'il allait bien. L'infirmier le soigna de toute façon. Pansement, crème, couverture de laine, puis vint la nourriture. Une ration cas américaine. Viande en conserve, crackers, chocolat, cigarettes. Le chocolat le fit pleurer. Cela avait le goût de la paix. Cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir. Son esprit tournait autour de la même question encore et encore. Pourquoi ? Pourquoi la pitié? Pourquoi la gentillesse? Pourquoi ses ennemis lui offraient-ils plus de soins et de dignité que son propre commandement pendant des années? Ce n'était pas de la faiblesse, c'étaient les vainqueurs. Les fortes. Ils avaient choisi la retenue, alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Cela la secouait jusqu'au cœur. Les jours qui ont suivi ont été, contrairement à tout ce que Franz Stigler avait imaginé possible en captivité, au camp de prisonniers temporaires, il a été traité non pas comme un ennemi vaincu, mais comme un homme qui avait simplement perdu une guerre. Les casernes étaient basiques, mais chaudes. Les repas étaient réguliers. Les soins médicaux ont continué sans question. Même les gardes, ces jeunes Américains avec des fusils slung décontractés sur leurs épaules, se comportaient plus comme des voisins vigilants que comme des geôliers. Il y avait certainement des règles, mais elles étaient appliquées avec professionnalisme, pas avec cruauté. C'était surréaliste. Un garde, un adolescent de Nebraska nommé Tommy, engagea une conversation avec Franz. En anglais cassé et en allemand, ils échangeaient de l'argot et des jurons, riant des mots mal prononcés. Pour la première fois depuis des années,
Franz riait librement. Un soir, de la musique swing s'échappait du camp d'une radio. Glenn Miller. Franz se surprit à taper du pied, le rythme déverrouillant des souvenirs longtemps enfouis. « On garde remarquant. Tu aimes le swing ?» demanda-t-il surpris. Franz hocha la tête. « Avant la guerre. J'adorais ça. » Le lendemain, le même garde apporta un tourne-disque et quelques vieux 78 tours. Benny Goodman, Duke Ellington, Artie Shaw. Il l'installa dans la salle commune et laissa les prisonniers allemands écouter. Cette nuit-là, d'anciens ennemis s'assirent côte à côte, hochant la tête à l'unisson. Pendant quelques heures, la guerre dehors semblait lointaine, remplacée par le son des cuivres et du rythme, par le rappel que la musique ne se souciait pas du drapeau que tu volais. Le traitement humain s'étendait au-delà du confort. L'un des autres pilotes allemands, Werner, avait reçu une balle à la jambe lors de la capture. Franz regarda les infirmiers américains le soigner avec attention. Chirurgie, pansement, antibiotiques. Werner a survécu. Il a remarché. Dans un camp de la Luftwaffe, il aurait pu perdre la jambe, peut-être sa vie. Mais ici, ses ravisseurs agissaient comme si son bien-être avait de l'importance. Cela a secoué les fondations de chaque histoire qu'ils avaient crue. La Croix-Rouge visitait régulièrement, apportant des colis avec du chocolat, du savon et des lettres de chez soi. Les Américains leur ont permis d'écrire en retour. Censuré, oui, mais autorisé. La lettre de Franz à sa mère était courte. « Je suis vivant. Je suis en sécurité. Les Américains m'ont bien traité. Ne crois pas tout ce que tu as entendu. » 3 semaines après sa capture, un visage familier apparut à la porte de la caserne. Capitaine Joe Henderson, le pilote de Mustang qui avait guidé Franz vers le bas. Il apporta de la soupe dans un thermos et un paquet de cigarettes. « J'ai pensé que tu aurais peut-être faim, dit-il par l'intermédiaire d'un interprète. Franz resta sans voix. Henderson sourit. C'était un beau vol d'ailleurs. Un atterrissage sans moteur dans un 109 sur une piste inconnue. J'en ai vu de pire de la part de nos gars. Franz pouvait à peine répondre. Ils avaient essayé de s'entretuer. Et maintenant, Henderson le complimentait, partageait de la soupe, partageait la chaleur. Il tira une photo de son portefeuille. Une femme et 2 petits-enfants. Ma femme Betty. Donna a 5 ans. Joe Jr. vient d'avoir 3 ans. Franz hocha la tête. J'ai une sœur, une mère. Henderson hocha la tête en retour. Avant de partir, Henderson devint sérieux. « Je sais ce qu'on t'a dit sur nous, » dit-il. « Que nous torturons, que nous haïssons, mais ce n'est pas qui nous sommes. Tu seras traité selon les règles. Convention de Genève, soins médicaux, courrier. Et quand cette guerre se terminera, et elle se terminera, tu rentreras chez toi. » France ne dit rien. Il ne savait pas quoi dire. Mais quelque chose en lui changeait. Pas seulement de l'appréciation, de la compréhension, du respect. Ces hommes n'agissaient pas humainement parce qu'ils étaient faibles. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient assez forts pour choisir la dignité. Leur discipline n'était pas seulement militaire, c'était moral. Plus tard cette nuit-là, Franz écrivit dans son journal « Ils nous traitent non pas comme des monstres, non pas comme des ennemis, mais comme des hommes. Aujourd'hui, j'ai vu à quoi ressemble l'honneur dans un uniforme qui n'est pas le mien. » La vie de Franz Stigler ne s'est pas terminée sur cette piste en mars 1945. Elle a recommencé après 3 semaines en captivité américaine. Il a été transféré à un camp de prisonniers à plus long terme, finalement rapatrié en Allemagne en août 1945. Sa maison était une coquille de ce qu'elle avait été. La maison à moitié détruite, sa ville réduite en ruines. Son père était mort sur le front de l'Est, mais sa mère et sa sœur avaient survécu. Franz est revenu, non pas comme l'homme qui était parti, mais comme quelqu'un définitivement altéré par ce qu'il avait vu. Non pas au combat, mais en captivité. Il s'est entraîné comme pilote commercial dans les années 1950, volant pour Lufthansa, alors que l'Allemagne se reconstruisait. Mais peu importe combien de kilomètres il a volé, une partie de lui est restée à 22 000 pieds, suspendue entre la mort et un choix fait par un ennemi qui avait tous les droits de tuer, mais ne l'a pas fait. Dans les décennies qui ont suivi, Franz a cherché sans relâche le pilote de P-51 qui l'avait épargné. Il a écrit aux organisations de vétérans, envoyé des demandes à travers les océans. Enfin, en 1989, une lettre lui parvint au Canada où Franz avait immigré et construit une nouvelle vie en tant qu'homme d'affaires. L'expéditeur, capitaine Joe Henderson. Ils ont parlé, arrangé une rencontre, et dans un terminal d'aéroport 44 ans après ce vol fatidique, 2 vieillards se sont embrassés, ennemis autrefois, maintenant liés à jamais par un moment de décence, au milieu d'une guerre qui avait essayé de dépouiller les hommes de cela. « Merci, chuchota Franz. Tu m'as donné ma vie. » Henderson, toujours modeste, répondit simplement « C'était la bonne chose à faire. » Leur amitié a duré.
Ils ont échangé des photos de famille, se sont visités mutuellement, ont raconté leur histoire aux écoles, aux groupes de vétérans, aux historiens. Ils ne l'ont pas partagé pour glorifier la guerre, mais pour rappeler aux autres à quoi ressemblait l'humanité quand elle refusait de mourir face à la cruauté. Le journal de Franz de 1945 est maintenant archivé en Allemagne. Une entrée se distingue. Aujourd'hui, j'ai appris que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la pitié. Que l'honneur vit non pas dans les drapeaux, mais dans les choix. Il a répété cette ligne souvent dans ses discours. Cela devint une mantra. Franz n'était pas seul. Des milliers de prisonniers allemands sont rentrés chez eux avec des histoires similaires. Un traitement équitable, des soins médicaux, de la nourriture, du courrier, de la musique. Ils ont vu de première main la différence entre la propagande qu'on leur avait servie et la réalité des valeurs américaines. Ils sont devenus des ambassadeurs silencieux de la démocratie dans l'Europe d'après-guerre. Le traitement des prisonniers par l'Amérique n'était pas un accident, c'était une doctrine. D'Eisenhower jusqu'en bas, le message était clair. Honorer la Convention de Genève. Non pas parce que d'autres le font, mais parce que nous le faisons. Ce n'était pas seulement de la moralité, c'était une stratégie. Chaque geste équitable, chaque interaction humaine plantait une graine. Des graines qui se développeraient en alliance, en partenariat et finalement en paix. En 1946, l'Amérique pensait déjà au-delà de la victoire. Le plan Marshall, l'OTAN, un Occident uni contre l'expansion soviétique. Rien de cela n'aurait fonctionné sans confiance. Et la confiance n'a pas été construite dans les conférences. Elle a été construite dans les casernes, dans les files d'attente de la cantine, dans les tentes d'hôpital, où un garde américain offrait une cigarette à un pilote allemand, où une infirmière s'asseyait avec un ennemi blessé et lui tenait compagnie toute la nuit, où un pilote de Mustang voyait un avion mourant et choisissait de le guider à la maison, plutôt que de le faire exploser du ciel. Ce n'étaient pas des actes isolés de gentillesse, c'étaient les éléments constitutifs de l'ordre d'après-guerre. Franz est décédé en 2008, mais son histoire perdure. Son petit-fils est devenu pilote de la Luftwaffe allemande. Il vole maintenant dans des missions de l'OTAN, elle contre elle, avec des pilotes américains. L'héritage d'un choix fait en 1945. Un choix de voir non pas un ennemi, mais un homme. Un rappel que la façon dont vous traitez les vaincus définit l'avenir. Et parfois, les vraies victoires ne viennent pas des balles, mais de la miséricorde. Avez-vous une histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans votre famille, où des ennemis ont montré une humanité inattendue? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Ces histoires sont importantes. Elles nous rappellent ce qui est possible. Et si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et aidez-nous à partager plus de moments oubliés de courage et de compassion.